Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Jean-Laurent raconte. Et Jean-Laurent, c'est moi. Alors, nous allons aujourd'hui faire la suite, la deuxième partie de ce dont nous avions parlé la dernière fois, c'est-à-dire la franc-maçonnerie américaine. Nous avions vu avec les pères fondateurs, Washington, Franklin, Lafayette, etc., combien la franc-maçonnerie était vraiment partie prenante et intégrante du nouvel État américain. Elle était non pas un pilier du régime, mais enfin une association qui avait non seulement cours, mais qui était parfaitement reconnue et qui jouait un rôle. Alors, elle va jouer un rôle éminent, majeur, avec de nombreux frères qui seront francs-maçons, de nombreux frères éminents, jusqu'à donc ce sera une franc-maçonnerie qui sera, on va dire, à la fois politique et sociale. Alors, elle est comment dire, c'est la franc-maçonnerie, pardon, telle que nous la connaissons, mais qui a ses entrées dans le monde politique au plus haut niveau, hein, puisque le premier président et un certain nombre d'autres, nous l'avons vu la dernière fois, étaient francs-maçons depuis George Washington. Et puis tout d'un coup, il va y avoir un coup d'arrêt monumental, un stop infernal, j'allais dire, qui est lié à ce que l'on va appeler l'affaire Morgan. Alors l'affaire Morgan, c'est quoi? Ça concerne un certain Morgan, ou plutôt William Morgan, qui était né en 1774 et qui va mourir en 1826 dans des conditions extrêmement mystérieuses. Alors il habite à Batavia, c'est-à-dire à New York, dans un quartier de New York, et William Morgan est franc-maçon. Je ne sais plus quel grade il a, s'il est apprenti ou compagnon, peu importe d'ailleurs, on s'en fiche. Et le fait est que William Morgan se répand auprès d'un certain nombre de ses amis sur le fait que, je ne sais pas quoi, ça lui... comment dire, ça s'amuse avec ça. Il a en tous les cas où il aurait des révélations à faire sur la franc-maçonnerie, c'est pas ce qu'on penserait, etc., etc. Et donc il fait courir ce bruit qu'il aurait des révélations à faire sur la franc-maçonnerie et un certain nombre de francs-maçons. Et tout d'un coup, le 11 septembre 1826, Morgan, il disparaît et on ne le reverra jamais. Et les deux seuls, ou trois seuls avec qui on l'avait vu juste avant sa disparition, ce sont trois francs-maçons. Alors on connaît leurs noms, hein, Lawton Lowan, Nicolas Chesebro et Edward Sawyer, qui seront d'ailleurs condamnés pour l'assassinat de Morgan. Mais il n'y a pas de cadavre. Morgan, on ne le reverra jamais. Et tout d'un coup, à ce moment-là, va commencer une véritable déferlante, une campagne anti-maçonnique. Les francs-maçons ont des choses à cacher, les francs-maçons tuent ceux qui veulent révéler les secrets de la franc-maçonnerie, comme William Morgan. Et c'est un coup de tonnerre extraordinaire, tel qu'on ne l'imagine pas et tel qu'il ne se reproduira vraisemblablement pas après. Pour vous donner un ordre d'idée, la franc-maçonnerie américaine va environ perdre 80% de ses membres en moins de 10 ans. Et la Grande Loge de New York passe, quand on voit 1826-1846, c'est-à-dire en 20 ans, la Grande Loge de New York aura perdu 80-90% de ses frères et passera de 500 à 65 loges. Donc c'est un coup d'arrêt monumental. La plupart, 80 à 90% des frères quittent les loges et c'est l'opprobre sur la franc-maçonnerie. L'opprobre à tel point que 2 ans après l'affaire Morgan, naît un parti, et un parti dont vous allez comprendre tout de suite le nom, puisqu'il s'appelle The Anti-Masonic Party, le parti anti-maçonnique aux États-Unis, qui aura des élus. Il présentera des candidats au poste de gouverneur général de New York. Il s'agit évidemment
de s'opposer au président Andrew Jackson, qui lui est un franc-maçon notoire, et on ne se cache pas plus à l'époque que maintenant d'être franc-maçon aux États-Unis. Et même William Palmer arrive à être élu gouverneur du Vermont en 1831. Alors, et puis son beau-frère, hein, qui s'appelle Augustine Clark, sera permanent du parti antimaçonnique jusqu'en 1937, et Joseph Ritner sera élu gouverneur de Pennsylvanie de 1835 à 1839. Et puis en 1832, il y a les élections présidentielles. Vous savez, ils veulent faire battre Andrew Jackson. Et donc ils veulent choisir leur candidat au sein du parti antimaçonnique, pardon. Et comment on fait pour choisir un candidat? On ne savait pas trop à l'époque. Comment choisir un candidat du parti? Il y avait plusieurs solutions. Eh bien, c'est le parti antimaçonnique qui va choisir pour la première fois le système de la convention, de faire une grande convention où il y aurait des délégués, et les délégués vont élire au sein de la convention le candidat du parti antimaçonnique. Donc nous devons les conventions américaines de désignation des candidats des grands partis américains au parti antimaçonnique. Il y aura des élections législatives aussi en 1832, et 25 sièges sur 240 seront attribués au parti antimaçonnique. Et même quelqu'un comme Quincy Adams, qui a été président des États-Unis de 1825 à 1829, va rejoindre le parti antimaçonnique avant de rejoindre le parti Whig. Alors le parti Whig, c'est un des partis à partir duquel va se fonder le parti républicain. Et donc, si vous voulez, l'affiliation, elle est parti antimaçonnique qui va aller dans le parti Whig, qui va aller dans le parti républicain. Et pour vous faire un petit état des lieux de l'histoire des partis politiques aux États-Unis, très brièvement, vous avez eu, à la naissance des États-Unis, le parti républicain-démocrate, donc il y avait les deux, le parti républicain-démocrate entre 1792 et 1824. Ensuite, vous avez le parti national-républicain de 1820 à 1832. Ensuite, vous avez donc le parti anti-maçonnique de 1828 à 1838, avant qu'il rejoigne le parti Whig. Toujours par ordre chronologique, à partir de 1828, vous avez le parti démocrate tel qu'on le connaît aujourd'hui, né donc en 1828. Vous avez donc le parti Whig, qui va être le parti de droite, entre 1833 et 1854, et jusqu'en 1860, mais jusqu'en 1854. Et enfin, à partir de 1854, vous avez le parti républicain, tel que nous connaissons aujourd'hui. Donc de tous ces partis, reste aujourd'hui le parti démocrate, né en 1828, et le parti républicain, né en 1854. Alors par contre, la franc-maçonnerie va être une formidable sociabilité, ou une école de sociabilité, y compris pour des gens qui ont une existence rude et qui ont besoin, lors de leur déambulation, de trouver de temps en temps quelques abris fraternels et quelques lieux d'accueil sympathiques. Alors, en premier lieu, à qui on pense? Quand on pense aux États-Unis d'Amérique, on pense à l'Ouest américain. Et quand on pense à l'Ouest américain, on pense aux cow-boys. Eh bien, justement, la plupart des cow-boys que nous connaissons aux États-Unis furent des francs-maçons. Alors, que ce soit des cow-boys d'après, comme Roy Acuff, qui était le roi de la country music dans les années 30, Gene Autry, qui était l'un des premiers acteurs du cinéma américain en noir et blanc, mais surtout des vrais cow-boys. Daniel Boone, par exemple, un des pionniers de la ruée vers l'ouest. Un autre qu'on connaît bien aussi, Christopher Kit Carson, était franc-maçon. William Clark, vous savez, la grande expédition de Lewis et Clark qui va traverser les États-Unis et qui va faire que, voilà, on va arriver jusqu'à la côte ouest. C'est la première grande expédition qui va partir du centre des États-Unis pour arriver jusqu'à la côte ouest et enfin faire un tout des futurs États-Unis d'Amérique. Dans l'expédition de Lewis et Clark étaient tous les deux francs-maçons. Le grand écrivain de l'Ouest américain,
le journaliste, celui qui a raconté toutes les histoires sur l'Ouest américain, Mark Twain, est franc-maçon. Alors peut-être aussi le plus connu de tous en France et peut-être ailleurs, c'est Buffalo Bill Cody, Buffalo Bill, qui était franc-maçon, qui a été... il a été initié, enfin, il est devenu franc-maçon à 24 ans, dans la Platte Valley Lodge numéro 32, dans le Nebraska. Et il sera un franc-maçon lui aussi assez actif, même très actif, jusqu'à sa mort en 1917. Buffalo Bill est mort en 1917. Des francs-maçons connus aussi par ce qu'ils ont inventé. Samuel Colt, qui a inventé le pistolet qui porte son nom, le Colt, était franc-maçon. Henry Dodge, celui qui a fondé Dodge City, dont il fut le premier marshal, la célèbre ville de Dodge, si vous vous rappelez, les frères Earp, etc., c'était un franc-maçon. Richard Gatling, qui a fait la mitraillette Gatling, qui a fait autant de dégâts, y compris à la fin des guerres indiennes, la mitraillette Gatling, était franc-maçon. Tom Mix, James Marshall, Audie Murphy, qui était un cow-boy et qui a été un des soldats les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, Roy Rogers, bien entendu, qu'on appelait le roi des cow-boys, hein, Roy Rogers. Et puis celui qui n'était pas un vrai cow-boy, mais qui, dans le cœur de tous, est l'archétype même du cow-boy, c'est-à-dire John Wayne. John Wayne était franc-maçon. D'autres francs-maçons ont aussi marqué l'histoire des États-Unis, parfois une histoire tragique. Rappelez-vous ce petit fortin dans le sud du Texas, du côté de février-mars, hein, entre le 23 février et le 6 mars 1836. Ce petit fortin qui est là pour empêcher que les troupes du général Santa Anna cassent les lignes et arrivent trop vite avant que l'armée texane ait eu le temps de se regrouper et de s'armer. Voilà, il va tenir 15 jours. 15 jours, 3 semaines, 15 jours. Ce petit fortin qu'on appelle Fort Alamo, qui est, et vous allez voir que l'histoire aussi du Texas, l'histoire de Fort Alamo est extrêmement liée à la franc-maçonnerie. Steve Austin, celui qui va être considéré comme le père, le father of Texas, le père du Texas, qui va mourir avant l'établissement du Texas, mais celui qu'on appelle le père du Texas. D'ailleurs, la capitale du Texas s'appelle Austin, dans sa mémoire. Steve Austin est franc-maçon. Le commandant en chef des armées du Texas, Sam Houston, vous connaissez aussi la ville de Houston, au Texas, là où il y a les fusées qui s'envolent, à Houston. Allô, Houston, c'est ça, voilà, Sam Houston, le général en chef et le premier président de la République du Texas, était franc-maçon. Et puis, qu'est-ce qui réunit tous ces hommes qui viennent d'un peu partout? Je pense au colonel Travis, qui est le commandant du corps, du Fortin, qui est celui qui dirige ce petit bataillon de volontaires texans et qui est le chef militaire du petit Fortin d'Alamo. William Travis, il est franc-maçon. Et puis il y en a deux qu'on connaît peut-être un tout petit peu mieux. Deux autres frères, deux autres francs-maçons. Un qui s'appelle James Bowie, dit Jim Bowie, un aventurier très connu, c'est lui qui a inventé le Bowie knife, le grand couteau comme ça de l'Ouest américain, le Bowie knife. Jim Bowie est franc-maçon. Et enfin, oui, celui qu'on connaît tous et puis que tous les enfants connaissent, c'est Davy Crockett. David Crockett, qui était un ancien parlementaire, qui était un des volontaires du Tennessee, un ancien parlementaire. Eh bien, il est venu avec ses volontaires du Tennessee pour défendre la liberté et défendre ce petit fortin de Fort Alamo. Eh bien, tous ceux qui vont mourir à Fort Alamo, Bowie, Crockett et Travis, étaient des frères, et une plaque, quand vous allez là-bas, honore la mémoire des frères. Il y en a d'autres sur la plaque, mais je vous ai cité les plus connus. Et un mois après, le 21 avril 1836,
va avoir lieu la grande confrontation entre l'armée texane de Sam Houston, qui a réussi à fédérer les volontaires, à trouver, à armer, à entraîner des milliers de volontaires texans pour combattre l'armée régulière mexicaine de Santa Anna, qui était très, très entraînée. Mais il y aura la bataille de San Jacinto, et à la bataille de San Jacinto, au cri de Remember Alamo, les volontaires texans de Sam Houston vont battre les militaires, l'armée espagnole, l'armée mexicaine de Santa Anna. Ils vont prendre Santa Anna et ils vont l'amener pieds et poings liés au pied de Sam Houston, prêt d'ailleurs à le pendre à la première corde venue pour venger les martyrs d'Alamo. Et paraît-il, à ce moment-là, Santa Anna fera le signe de détresse des maçons, parce que Santa Anna aussi, le sanguinaire, était franc-maçon et Sam Houston lui laissera la vie sauve. Pour faire court, parce que peut-être j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, vous prenez un grand mouvement religieux comme celui des Mormons. L'histoire de l'église mormone est intimement liée à la franc-maçonnerie. Le fondateur, le guide spirituel des Mormons, l'église mormone, Joseph Smith, le père de Joseph Smith était franc-maçon déjà, et lui sera reçu franc-maçon dans la loge de Novo, où est installée l'église mormone, le 15 mars 1842. Donc, il le dit dans l'histoire de l'église, je suis en train de le lire un moment. I officiated as Grand Chaplain at the installation of the Novo Lodge of Freemasons at the Grove near the temple, Grandmaster Jonas of Columbus being present, etc. etc. Et Joseph Smith raconte comment il a été. Il dit, le soir, j'ai reçu le premier degré dans la franc-maçonnerie à la loge de Novo, assemblée dans mon bureau. Donc c'est dans le bureau de Smith que la loge se réunissait. Il a été fait, chose assez rare, mais qui peut se produire dans la maçonnerie anglo-saxonne, il a été fait maître maçon à vue quelques jours après. Et c'était pas le seul maçon, comme je vous l'ai dit, son père, Joseph Smith Senior, avait été initié franc-maçon en 1818 dans l'Ontario Lodge numéro 23. Et son frère, Hiram Smith, a été lui aussi initié au sein de la loge Mount Moriah numéro 23 de Palmia à New York. Et les 5 premiers dirigeants de l'église mormone seront tous francs-maçons. On l'a compris, Joseph Smith, et puis Brigham Young, celui qui est le plus connu, John Taylor, Wilford Woodruff et Lorenzo Snow ont tous été francs-maçons à la loge de Novo. Et ça s'est terminé assez mal pour Joseph Smith. Pour vous faire court, parce que je ne vais pas faire toute l'histoire de l'église mormone, il est emprisonné vraisemblablement parce que les Mormons sont polygames, donc ça ne plaît pas aux autorités locales. Et puis il est lynché par des émeutiers le 27 juin 1844 qui forcent, il y a à peu près 200 émeutiers qui forcent les portes de la prison. Hiram Smith est tué sur le coup, le frère de Joseph Smith. John Taylor est grièvement blessé, et lui, alors que Joseph Smith tentait de fuir par la fenêtre, il est jeté par la fenêtre, il tombe et il meurt. Et on raconte, des témoins oculaires racontent, et là aussi c'est dans le livre de l'église mormone, McGavin, l'auteur, celui qui a écrit cette partie-là, dit, alors que l'ennemi entourait la prison et se précipitait dans l'escalier et tuait Hiram Smith, Joseph se présenta devant la fenêtre ouverte, son cri de martyr étant « Oh Lord my God », c'est-à-dire « Ô Seigneur mon Dieu ». Ceci n'était pas le début d'une prière, parce que Joseph ne priait pas de cette manière, ce n'est pas une prière de l'église mormone. Ce brave jeune homme, qui savait que la mort était proche, commençait à répéter le signal de détresse des francs-maçons. Et Brigham Young, son successeur, emmènera ensuite, à la suite de cet épisode tragique, les membres de l'église mormone, ils vont quitter Novo et ils vont faire, je crois, 2000 km pour s'installer dans l'Utah, près du Grand Lac Salé, pour fonder Salt Lake City. Il faut savoir que jusqu'en 1825, ça ne s'est pas très bien passé avec les francs-maçons locaux. La Grande Loge d'Utah a exclu assez rapidement les francs-maçons de la Grande Loge.
dès 1925 en fait. Et cette mesure n'a pris fin qu'en 1984, et il a fallu attendre 2008 pour qu'un Mormon, le frère Glenn Cook, devienne le 137e le 137e grand maître de la Grande Loge de l'Utah. Alors j'ai fait aussi une petite vidéo que vous retrouverez, donc je vais aller très vite, pour vous dire que Charles Ingalls, le père de la famille Ingalls de la petite maison dans la prairie, était franc-maçon. Il a été reçu franc-maçon à la Dosmet Lodge, numéro 55, du Dakota du Sud, au mois de décembre 1885. Cette loge existe toujours, elle avait été créée un an avant. Il a été initié le 18 janvier 1986. Il a été compagnon le 1er mars 1986 et élevé à la maîtrise le 7 février 1887. Ça allait un peu plus rapidement à l'époque, mais il faut dire que les frères mouraient plus rapidement aussi. La tombe de Charles Ingalls est ornée de symboles maçonniques. Il a tenu beaucoup de plateaux dans sa loge et il a même construit, parce qu'il était menuisier, Charles Ingalls, comme on le sait, il suffit de regarder la petite maison dans la prairie, il a construit beaucoup de mobilier pour sa loge. Et les 3 filles de Charles Ingalls, que ce soit Marie, qui a écrit The Little House in the Prairie, que ce soit donc Laura, Carrie ou Grace, elles seront membres d'un ordre paramaçonnique féminin qui est l'ordre de l'Eastern Star. Et puis, il faut que j'évoque, parce que je ne peux pas ne pas évoquer quand je parle de la franc-maçonnerie américaine, une figure, j'allais dire, tutélaire de la franc-maçonnerie américaine, c'est Albert Pike. Albert Pike, c'est le grand souverain, grand commandeur du suprême conseil juridiction sud des États-Unis, lui-même descendant direct du premier suprême conseil du monde, créé en 1801, dans une ville un peu plus basse qu'aujourd'hui, puisque maintenant le House of the Temple, depuis 1911 ou 1915, je crois, est à Washington, mais avant il était à Charleston. Alors Charleston, c'est à la fois pour 2 Charles, j'allais dire, c'est des immigrés un peu catholiques anglais l'ont appelé Charlestown pour célébrer Charles Ier Stuart, roi d'Angleterre. Et après, comme il y a une colonie huguenote, donc là de protestants français qui se sont installés là, ils l'ont appelé aussi Charlestown, mais pareil, mais pour Charles IX, pour commémorer Charles IX, roi de France. Voilà, mais c'est Charlestown, c'est un des principaux ports des États-Unis à l'époque, et c'est malheureusement aussi des premiers ports négriers de l'esclavage aux États-Unis. Et c'est à cette ville de Charlestown qu'en 1801 se crée le premier rassemblement, enfin, en tous les cas, des souverains grands inspecteurs généraux du 33e et dernier degré du rite écossais ancien accepté. En 1801, ce rite, il y a 9 fondateurs. On ne suis pas là pour faire l'histoire du rite écossais aujourd'hui. 9 fondateurs, dont 2 Français, de Grastilly et son beau-père de la Hogue. Et c'est Grastilly qui fondera, fondateur du premier Suprême Conseil en 1801, qui va fonder en 1802 le Suprême Conseil des îles du Vent et sous le Vent, et en 1804 le Suprême Conseil de France que nous connaissons aujourd'hui. Alors Albert Pike, revenons à lui, il est reçu maçon en 1850 dans la loge Western Star numéro 2 de Little Rock. Il sera un général sudiste, il sera un général confédéré de la Confédération. Il reçoit d'abord les 10 degrés du rite d'York entre 1850 et 1853, avant de recevoir d'Albert Mackay, qui est un personnage considérable, qui a écrit des livres d'histoire et de symbolique maçonnique. C'est un grand personnage. Albert Mackay, les 29 premiers degrés du rite écossais ancien accepté de 1853, en mars 1853, là à Charlestown. Et il est extrêmement actif. Il procède à une réécriture des rituels des divers degrés du rite écossais ancien accepté de 1855 à 1861. Et enfin, il est élu grand commandeur de la juridiction sud du Suprême Conseil des États-Unis en 1859, et il le restera pendant 32 ans, vraisemblablement un record à battre que celui d'Albert Pike, qui sert souvent de portrait pour ceux qui veulent illustrer la connivence présumée entre les Illuminati et les francs-maçons. On voit toujours ce général sudiste avec son truc comme ça, sa grande barbe et sa
et sa casquette. Il a écrit un livre majeur, publié en 1871, qui s'appelle Morals and Dogma, Morale et dogme. Et il a été dit ou susurré ou murmuré du fait que, et même écrit, du fait qu'il a été général de l'armée de la Confédération, que Albert Pike avait été l'un de ceux qui ont créé aux États-Unis le Ku Klux Klan. Ça ressort notamment dans plusieurs ouvrages, dont celui de Susan Davis, Authentic History du Ku Klux Klan 1865-1877, publié en 1924, qui avait notamment servi à Cécile Révauger pour son livre Noir et franc-maçon, pour dire que Pike avait été membre fondateur ou membre du Ku Klux Klan, même Grand Wizard. Or, après des recherches et des compléments que m'avait envoyé Arturo de Hoyos, qui est le Grand Archivist, Grand Librarian du Suprême Conseil Juridiction Sud des États-Unis, que je remercie vivement pour tout ce qu'il apporte, et puis pour nous avoir permis, avec un certain nombre de frères français, de visiter l'entièreté des locaux du House of the Temple, notamment le Grand Temple, la magnifique bibliothèque, et pour tous les livres et tous les articles qu'écrit Art de Hoyos, vraiment je le remercie. Thank you Art. Pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est, pour tout le travail qu'il fait pour le rite écossais ancien accepté. Arturo de Hoyos m'avait envoyé un message pour que je le publie. Donc je ne vais pas vous le lire en anglais, mais je vais vous lire ce que ça veut dire. Les conclusions d'Arturo de Hoyos, c'est qu'il n'est absolument pas sûr, il n'y a aucune preuve documentaire du fait que Pike ait été jamais membre du Ku Klux Klan, et donc encore moins un de ses leaders, hein, voilà. C'est Susan Davis qui en parle, la première en 1824, mais sans apporter la moindre preuve documentaire. On disait que Pike était membre du clan. Voilà. Or, nous dit aussi Arturo de Hoyos, Pike n'est pas cité, même pas une fois, dans le rapport. Alors le rapport, en plus, c'est en 4 immenses et gros volumes de la commission d'enquête de la Chambre des représentants, qui est publié en 1872 à Washington sur les activités du clan. Donc il aurait été quand même un peu bizarre que sur ce rapport hyper détaillé et très riche en 4 gros volumes publié en 1872, s'il y avait eu quelque chose sur Pike, ça serait vraisemblablement sorti dedans. Pike lui-même ne cite jamais le clan dans les milliers de lettres et de documents qu'il a envoyés, qu'on a conservés de Pike. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin de sa vie, Albert Pike a donné les rituels du rite écossais ancien et accepté à Thornton Jackson, qui était le grand commandeur du suprême conseil du rite écossais ancien accepté, établi par la franc-maçonnerie noire de Prince Hall. Voilà, donc voilà un peu ce que peut-être on pouvait dire dans cette deuxième partie, sur de l'histoire de la franc-maçonnerie américaine. Donc on a vu déjà beaucoup de choses, comment la franc-maçonnerie américaine, il faut peut-être l'expliquer aussi à ce moment-là de notre exposé, comment la franc-maçonnerie américaine, après l'affaire Morgan, a continué à être une sociabilité, comme nous l'avons vu, extrêmement importante pour tout un tas de gens, les cow-boys, à beaucoup de minorités, parce qu'en fait les cow-boys c'est minoritaire, c'est quelques milliers de personnes qui vont, qui gardent les vaches, qui sont des gens à la marge de la société. Hein. Les Mormons, c'est un mouvement religieux à la marge de la société, mais qui ont vraisemblablement besoin de se retrouver de temps en temps dans une atmosphère fraternelle, parce que le reste de la société n'est pas excessivement fraternel à leur égard. Alors voilà, on est parti de l'affaire Morgan en 1826, on est arrivé jusqu'à Albert Pike, le rite écossais ancien accepté, le House of the Temple qui part de Charleston et où il a été, où le rite écossais ancien accepté est né en 1801, où il part vers Washington au début du XXe siècle
pour être le superbe bâtiment que l'on connaît aujourd'hui. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de poursuivre dans un prochain épisode de Jean-Laurent raconte cette histoire de la franc-maçonnerie américaine. Eh bien, justement, puisque nous avons fini avec Pike, qui donne les rituels du rite écossais ancien accepté au suprême conseil de Prince Hall, noir de Prince Hall, eh bien, lors du prochain épisode, eh bien, nous parlerons de la franc-maçonnerie noire aux États-Unis, donc de Prince Hall. On parlera aussi des jazzman, des bluesman. On parlera un peu aussi du film Fantôme du Mississippi. On parlera de Medgar Rivers, qui a été tué de Martin Luther King. Je regarde, on parlera un peu des francs-maçons astronautes, parce que la bannière du rite écossais ancien accepté a été plantée sur la Lune. On verra dans quelles conditions, on verra qu'il y a beaucoup d'astronautes. On verra aussi un personnage un peu particulier, on verra Edgar Hoover, et puis on verra les associations paramaçonniques américaines, et puis on verra aussi, on fera un petit point sur l'état de la franc-maçonnerie aujourd'hui, notamment en termes numériques. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, et puis eh bien, à très bientôt pour poursuivre dans une troisième partie l'histoire de la franc-maçonnerie américaine dans le cadre de Jean-Laurent raconte. Bonne soirée, bonne journée à vous toutes et tous, et puis à très bientôt.